On en a parlé un peu cette semaine parce que c'est la rentrée scolaire, évidemment. Plusieurs de vos jeunes, donc, on retourne à l'école, au grand plaisir des parents, au grand malheur de certains enfants. Et c'est peut-être le temps de l'année, c'était comme ça que je voulais aborder un peu le sujet, c'est peut-être le temps de l'année où certains enfants... à l'école, on va réaliser qu'ils sont peut-être plus perturbés que les autres, où il y a peut-être des problèmes, des complications, et on va leur diagnostiquer un TDAH. Et pour en parler, ça tombe bien parce qu'il lance aujourd'hui un livre qui s'intitule « Tout ce qui bouge n'est pas TDAH » aux éditions de l'Homme. Il s'agit du docteur Guy Falardeau. Docteur Falardeau, bonjour. Bonjour. Donc, pour préciser pour nos auditeurs, vous êtes pédiatre, donc... Je suis pédiatre à Québec. À Québec. À Charlesbourg, et je travaille à peu près 80-90% de mes patients, c'est des enfants TDAH, vrai ou faux. Bon, OK. Parlons des TDAH, vrai ou faux. Votre titre le suggère, là, parce qu'on voit qu'au Québec, il y a beaucoup d'enfants qui sont diagnostiqués TDAH. Et c'est d'ailleurs c'est 3-4 fois la moyenne nationale. Au Canada, c'est 4,3% des enfants de 13-17 ans, comparativement à 14,5% au Québec. C'est pas parce qu'on est plus niaiseux qu'ailleurs, là, c'est parce que les diagnostics arrivent plus vite, non? Oui. Et en fait, c'est pas niaiseux d'être un TDAH. Puis on n'est pas plus perturbé, disons. Disons que les TDAH, moi, je les appelle des cerveaux d'inventeurs. C'est souvent des gens qui sont très créatifs. Si on les aide et si on les perturbe pas à l'école, c'est un plus pour la société. Il y a beaucoup de nos grands créateurs, nos grands artistes qui sont des gens qui ont des TDAH. Il y en a pour qui ça va moins bien, c'est certain. Mais non, on n'a pas 3 fois plus de TDAH que dans le reste du Canada. Et ça, c'est des statistiques qui datent de 2015. Et ma peur, c'est que c'est encore plus haut. Il y a un psychologue à Québec, dans une commission scolaire, qui m'a dit que dans sa commission scolaire, 17% des enfants prenaient des médicaments. Alors, on dit que le TDAH, c'est 5 à 8%. Disons qu'on est très performant dans le TDAH, puis qu'on est 9% au Québec. Il y en a le double qui sont médicamentés. Il faudrait commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait pour les médicamenter tant que ça? Mais je me demande pourquoi tout à coup, aujourd'hui, on est rendu avec un étudiant sur 5 qui est TDAH. Moi, quand j'allais à l'école, il n'y en avait pas, là. Il n'y a pas personne qui était diagnostiqué. Je sais que moi, à un moment donné, ils ont essayé. Quand j'étais jeune, je sais que moi, j'étais un peu perturbé là, dans la classe, là, puis je dérangeais le monde. Ça vous surprend pas, je suis sûr. Ça n'a pas donné des si mauvais résultats. Non, mais ils ont essayé de me médicamenter à l'époque. Ils voulaient me mettre sur le Ritalin. Mes parents se sont objectés. Mais puis j'ai poursuivi, j'ai très bien performé au niveau scolaire. Là. Ça n'a eu aucun impact. Je me suis rendu jusqu'au doctorat, là, ça n'a pas eu d'impact sur mon parcours scolaire. Mais je me dis, qu'est-ce qui serait arrivé si on m'avait mis là-dessus? Moi, c'est la crainte que j'ai. Est-ce qu'on peut ruiner des jeunes? On est en train de scraper une partie d'une génération parce qu'on va les médicamenter, les surmédicamenter? Je veux pas faire de cas particulier, mais je pense pas que dans le cas de quelqu'un qui a réussi, ça l'aurait empêché de réussir. Okay, vous pensez pas que ça m'aurait ralenti? Ou... Non. Le problème, c'est que on a des enfants. Actuellement, au Québec, selon une étude de l'an dernier, il y a 20% des enfants qui ont un trouble anxieux. Un trouble anxieux, là, ça veut dire tellement anxieux qu'ils ont besoin de soins. Et dans ce 20%-là, moi, je pense qu'il y a beaucoup de mes faux TDAH. Alors, moi, je vois des enfants qui ont des symptômes d'agitation, des symptômes qui sont perturbés, comme vous dites, qui sont inattentifs, qui ont de la misère à écouter, qui ont de la misère à apprendre, qui sont agités, qui ont des problèmes de comportement. Et là, on a comme des œillères au Québec. C'est-à-dire qu'on ne cherche que le TDAH. Alors, si l'enfant a des problèmes, c'est un TDAH jusqu'à preuve du contraire. Et on prend des méthodes faciles pour le diagnostiquer. On lui donne des médicaments. Si l'enfant a vraiment un TDAH, ça va juste l'aider. Mais si l'enfant, c'est de l'anxiété, là, on risque de pas s'occuper de son anxiété et de remettre à plus tard les problèmes. Parce que le médicament, temporairement, il aide. Je vais vous donner un exemple récent de ma clientèle qui est pas dans le livre parce qu'il est trop récent. Un enfant que j'ai référé au CLSC à partir de l'âge de 5 ans parce que j'étais convaincu que son problème était un problème d'anxiété. Ça a été jusqu'à 8 ans avant que j'ai réussi à avoir une réponse un peu qui a de l'allure. Et on m'a dit, oui, ils ont commencé par me dire non, il n'est pas anxieux, non, il n'est pas anxieux, non, il n'est pas anxieux. Pour finir par me dire, oui, il y a une certaine anxiété de performance à l'école. Donc, la commission scolaire a accepté 8 rencontres avec un psychologue. Après ces 8 rencontres-là, le psychologue a supplié les pédopsychiatres de prescrire des médicaments parce que l'enfant, il est tellement anxieux que sa thérapie est très difficile parce que dès qu'il parle de ses problèmes, son anxiété le rend souffrant. Et pourtant, cet enfant-là, je l'avais référé au guichet d'accès, mais j'ai fait venir le dossier et au guichet d'accès, on n'avait jamais regardé s'il était anxieux. On avait décidé qu'il n'était pas anxieux sans jamais l'évaluer. Il parle avec les parents parce que j'ai mis une citation au début de Stephen King pour dire que on dirait qu'au Québec, les enfants, ils n'existent pas.
Donc, moi, je réfère un enfant qui a des problèmes de comportement au guichet d'accès au CLSC et on s'occupe des parents. On regarde les parents. J'ai un cas épouvantable où l'enfant avait été vu à l'école par le psychologue scolaire qui avait dit qu'il était anxieux. Les parents avaient consulté dans le privé pendant 8 rencontres et à la fin des 8 rencontres, parce que les parents avaient les moyens juste pour 8 rencontres, là, le psychologue fait un rapport disant que cet enfant-là il était anxieux puis qu'il avait besoin d'une thérapie. Alors, moi, je le réfère au CLSC, au guichet d'accès, pour qu'il continue le suivi en psychologie. Le psychologue du CLSC rencontre la mère, seule, et à la fin de la rencontre, il dit « Madame, votre enfant n'est pas anxieux. » Il n'a jamais rencontré l'enfant. Il n'a jamais rencontré l'enfant. Alors moi, j'ai dit comment tu peux faire un diagnostic sans rencontrer l'enfant. Est-ce que c'est ce qui fait, parce que vous parlez des vrais puis des faux TDAH, là, c'est quoi la différence entre un vrai versus un faux? Là? Comment vous les différenciez? Ben pour moi, un vrai TDAH, c'est un enfant qui a un problème neurologique, c'est qu'il y a des parties du cerveau qui fonctionnent plus lentement. Et à cause de ça, il y a des problèmes d'attention et d'impulsivité. Impulsivité voulant dire non pas agressivité, mais spontanéité. C'est des enfants qui sont plus agités et qui ont plus de difficultés à se retenir. Et pour devenir un humoriste, par exemple, être spontané, c'est très utile parce que il fait des blagues jusqu'à temps qu'il réussisse à bien les faire. Mais pour un enfant à l'école, c'est peut-être pas idéal. Alors, ces enfants-là, dont le problème est de base neurologique, les médicaments les aident et on réussit à leur éviter beaucoup de problèmes et on a des très bons résultats. Le problème, c'est que les symptômes peuvent être présentés, entre autres, par l'anxiété, où j'ai beaucoup d'enfants autistes que ça a retardé leur diagnostic parce qu'ils sont d'abord fait diagnostiquer un TDAH. Alors, ils ont des symptômes semblables et on ne cherche pas. On fait que regarder les symptômes et dire « Ah, il y a les symptômes, il y a un TDAH ». J'ai un ami qui est prof au cégep qui me faisait remarquer qu'ils ont eu une journée pédagogique à son cégep, un atelier pédagogique qu'ils ont appelé ça, il dit que c'était carrément une infopub pour le Ritalin. Il a eu l'impression que c'était comme on valorisait ça d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a un lobby derrière ça? Parce que les gens soupçonnent souvent ça. Là. On a l'impression qu'il y a comme un lobby qui veulent mettre ces enfants-là, ces pilules. Est-ce que vous sentez que ça, c'est un des problèmes actuellement? En fait, le Ritalin, c'est un médicament qui date des années 50. Il n'y a plus de lobby pour le Ritalin. Et d'ailleurs, jusqu'en 2003, ceux qui travaillaient en TDAH, dont je fais partie, on avait la paix des pharmaceutiques. Les pharmaceutiques venaient pas nous voir pour nous parler du Ritalin ou de la Dexédrine qu'on avait à l'époque. Mais en 2003, il a sorti le Concerta. Après ça, il y a eu la Déral. Après ça, il y a eu le Strattera. Après ça, il y a eu le Vivance. Après ça, il y a eu l'Intunib. Donc, plusieurs compagnies. Il y a eu le Bifantin aussi. Donc, les compagnies pharmaceutiques avaient des millions pour convaincre les médecins de prescrire leurs médicaments. Et évidemment, ils n'étaient pas pour nous dire que, assurez-vous que c'est vraiment un TDAH. C'était pas leur rôle non plus. Donc, et même, ils nous donnent des outils pour faciliter le diagnostic. Dernièrement, une compagnie pharmaceutique m'a apporté des belles feuilles. On n'avait qu'à cocher les symptômes. Et si on avait assez de symptômes, on avait un TDAH. Alors que c'est pas comme ça. Parce que il faut, pour dire qu'un enfant a un TDAH, oui, qu'il ait les symptômes, que ces symptômes-là soient pas dus plus à un problème d'opposition. Donc, chez les enfants de 4 à 6 ans, souvent, c'est ça qui domine. Et que ces symptômes-là soient pas dus à un autre problème, comme l'anxiété, comme la toxicomanie. J'ai des ados secondaires qui fument du pot et ils deviennent inattentifs et ils sont pas agités par contre. Et ceux-là, il faut faire attention de ne pas leur diagnostiquer un TDAH parce que c'est pas ça du tout leur problème. Qu'est-ce que vous dites aux des parents qui nous écoutent qu'un professeur ou un ami ou quelqu'un de l'entourage va leur dire « Je pense que ton enfant est TDAH » ça serait quoi le processus là, pour savoir si oui ou non, c'est-tu vraiment un TDAH, y a-tu vraiment un problème? Qu'est-ce que vous conseilleriez à un parent qui soupçonne que ça peut être ça, mais que ça n'est peut-être pas ça non plus? Là? Si l'enfant va à l'école publique, il faut d'abord qu'il soit vu par le psychologue scolaire. Et là, il faut faire des pressions parce que les écoles sont manque d'argent, manque de ressources. Ça prend souvent des mois, sinon des années avant que le psychologue scolaire puisse l'évaluer. Et comme il y a de la pression, le psychologue scolaire ne mettra pas nécessairement toutes les tests possibles. Donc, il faut le demander, il faut pousser. Et là, les parents se font répondre, il y en a des pires que vous. Ben moi, je leur dis de dire non. Pour moi, le pire, c'est le mien. Puis le mien, il a besoin d'être évalué. Puis le moyen, il a besoin d'être évalué. C'est ça. Alors, si les parents ont la chance d'avoir un peu plus d'argent ou une bonne assurance, ils peuvent le faire évaluer en privé.
encore là, faut faire attention de choisir ceux qui vont l'évaluer en privé, parce qu'il y a à Québec, il y a à peu près 25 groupes qui font des évaluations privées. Ils chargent entre 1000 et 2000 $. Aïe, aïe, OK, c'est très cher, juste pour évaluer. Juste pour évaluer l'enfant. Il n'est pas traité, là. Il n'est pas traité. Ben, traité, c'est par le médecin, ça coûte moins cher. Et c'est pour ça que, par contre, il y en a qui se rendent au sans rendez-vous. Moi, j'ai vu 2 enfants qui sont allés dans un sans rendez-vous. Après 5 minutes, il y avait la prescription de médicaments. Ça, c'est épouvantable. Mais les médecins, on est sous pression, mais il faut quand même résister à ça. Alors là, le psychologue qui vous a chargé 1500 $ pour évaluer votre enfant, s'il sent que vous vouliez qu'il y ait un TDAH, disons qu'il y a intérêt à trouver un TDAH et à chercher un TDAH. Encore là, il faut donner la chance au psychologue en privé de faire une bonne évaluation et le courage de dire que c'est ça ou c'est pas ça. Et ne pas juste... c'est comme si on avait des œillères, autrement dit. On ne voit que le TDAH alors qu'il y a plein d'autres problèmes chez les enfants. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Vous avez parlé d'un paquet de médicaments là, qui sont apparus depuis le début des années 2000. Est-ce que vous avez observé chez ces jeunes-là des effets secondaires à moyen et à long terme? En fait, une des raisons peut-être pourquoi il y en a beaucoup, c'est qu'il y a de moins en moins d'effets secondaires. En fait, quand on sait travailler avec les médicaments, quand on surdose pas les enfants, les effets secondaires à long terme, il n'y en a pas vraiment. Okay. En fait, il y a pour l'enfant qui a un vrai TDAH, il y a même des très bons effets à long terme. Entre autres, un enfant qui a un TDAH non traité, le risque de toxicomanie, c'est 33 %. Un TDAH traité, le risque de toxicomanie, c'est 12 % Dans la population générale, c'est 10 % Donc, on diminue beaucoup ce risque-là. On peut comprendre, l'enfant qui est en échec à polyvalente, c'est probablement celui qui est le plus à risque de tomber dans la drogue. Alors, il y a des bons effets à long terme. Il y a un effet à court terme que moi, j'appelle pas un effet secondaire, c'est que ça diminue l'appétit. Et ça, c'est un travail de tous les jours, surtout les enfants qui m'arrivent et qui sont tout minces. Ben ceux-là, je sais qu'ils vont arrêter de manger pour dîner, ils vont perdre du poids, il faut pouvoir travailler. Et là, il faut convaincre les écoles que l'enfant ait le droit à des collations qui soient plus nourrissantes que des fruits et des légumes. Parce que les fruits et des légumes, ça donne pas de calories à l'enfant. Une bonne collation, comme disent les nutritionnistes, c'est des protéines. Mais les protéines, on va les chercher où? Ben, à part le fromage, il y a les noix, les arachides. Et là, dans les écoles, ben c'est la folie. Il faut pas avoir ça. Et c'est pas évident, là. C'est pas évident. Mais il y a pas un autre effet aussi qu'ils deviennent un peu plus amorphes ou un peu plus absents ou c'est pas vrai ça, c'est un mythe ça. Ben c'est-à-dire si on les surdose, ça peut arriver. Faut comprendre que les médicaments c'est des stimulants. Hein? C'est dans la même famille que la caféine. D'ailleurs, souvent les gens qui sont contre les médicaments du TDAH, ils disent c'est épouvantable, c'est dans la même famille que la cocaïne. Oui, c'est dans la même famille que la caféine aussi. C'est des stimulants du cerveau. Alors l'effet est pas un endormissement. Sauf que l'enfant qui est trop concentré, trop dans sa bulle, ben ça peut paraître plus amorphe. Faut comprendre aussi que l'enfant qui était tout le temps agité et que là, il est assis tranquille, il écoute comme les autres, ben on dit c'est sûr qu'il est pas normal. En tout cas, moi, j'ai jamais vu un enfant dans mon bureau qui était zombie, comme les gens disent. Là, on parle des effets à court terme. Maintenant, vous avez parlé du Ritalin qui est le plus ancien des médicaments. Là, ça fait quand même quelques décennies. On peut commencer à voir à long terme quels ont été les impacts. Est-ce que ça, on voit des impacts aussi? On n'en connaît pas. Et même les neurologues disent que, quand les adultes qui avaient des TDAH non traités, ils se sont aperçus que les zones du cerveau qui s'occupaient de l'attention et de l'autocontrôle étaient plus minces à l'âge adulte que chez les gens qui n'avaient pas de TDAH. Et chez les TDAH qui ont été traités pendant plusieurs années, cette minceur-là est moins importante. Donc, on pense qu'on a préservé mieux le cerveau de ces gens-là. Alors, il n'y a pas eu d'effet. Même, je me souviens, vous me rappelez une époque où la compagnie qui faisait Ritalin avait fait des études qui sont pas obligés, les vieux médicaments n'étaient pas obligés de faire sur le danger de cancer, par exemple. Ils ont refait des études là-dessus et ils ont rien trouvé. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Vous avez parlé tout à l'heure un peu du lobby des médicaments, des pharmaceutiques. Est-ce que ça, c'est pas... Puis je veux pas avoir l'air paranoïaque, là, mais est-ce que c'est pas pervers? On devrait pas se débarrasser de ça. Là. Il y a pas un danger là-dedans de voir ces entreprises-là concurrencer pour essayer de vendre ce genre de médicaments. Est-ce que on essaie d'expliquer pourquoi au Québec, il y en a beaucoup plus qui sont diagnostiqués, mais s'il y a des entreprises qui ont des intérêts à ce qu'il y en ait de plus en plus, est-ce que c'est pas malsain?
Moi, j'ai réécouté récemment le film Québec sur ordonnance de Paul Arcand. Il est encore tout à fait d'actualité. Et il faut comprendre que l'enseignement médical continu au Québec est pratiquement uniquement payé par les pharmaceutiques. Pardon? Que l'enseignement médical continu au Québec est pratiquement uniquement payé par les pharmaceutiques. Pardon? Il y a très peu. Les médecins ont des formations payées, commanditées par les pharmaceutiques. Les congrès médicaux... Minute, vous me dites que la science, nos médecins, lorsqu'ils vont apprendre puis ils vont développer leurs connaissances, c'est entièrement payé par des compagnies qui ont un intérêt à nous vendre ce médicament-là? Pas entièrement. Disons que je vais à un congrès, je vais débourser 400-500 pour le congrès, mais ça paye pas le congrès. Et pour vous donner une idée, là, on arrive, il y a à peu près 12 kiosques de compagnies pharmaceutiques, et là, il y a un concours, on va gagner un prix si on va faire signer notre papier par les 12 représentants pharmaceutiques. Donc, il faut qu'on ait été se faire parler par les pharmaceutiques pour gagner ces concours. Il faut que le lobbying ait été toujours jeté ça à la poubelle. Oui. Puis là, ces congrès-là, est-ce que c'est un mythe, ça aussi, que des fois, ça se fait dans le Sud, puis que des fois, les compagnies payent, puis nous invitent, ou... C'est vrai, ça? J'ai pas vécu ça, malheureusement. C'est pas vrai C'est une autre époque, c'est plus vrai. C'est plus vrai, les congrès, on y va à nos frais. Il y a mais il y a eu, j'ai ouï dire des choses, mais ça, c'était l'époque où les pharmaceutiques s'occupaient pas du TDAH. Il y avait moins de scrupules. Mais c'est très surveillé. Ils n'ont même plus le droit de nous donner un stylo. OK, maintenant, parce que des médecins, c'est naïf. Et les médecins sont justement trop naïfs et ils réalisent pas à quel point ils se font influencer par les pharmaceutiques. Il faut lutter contre ça. Il faut vraiment y penser. Chaque fois qu'on rencontre le représentant, ils sont très habiles. Mais docteur Falardeau, on vient de voir les médecins qui ont obtenu des augmentations de salaire faramineuses. Ça défraie les manchettes. C'est encore la une du Journal de Québec aujourd'hui, puis ça l'est au moins une fois par semaine. Ouais. On se dit, ce monde-là, ça se peut pas que l'argent puisse les influencer, c'est que ce soit les pharmaceutiques qui puissent avoir un impact. On les paye tellement cher, ils n'ont pas besoin d'une scène de plus, là. Je voudrais d'abord vous corriger. Les médecins n'ont pas de salaire. C'est des entreprises. Moi, l'argent que je reçois... C'est encore mieux, ils payent moins d'impôts. L'argent que je reçois, il faut que je paye ma secrétaire, il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye, etc. Donc, il faut que je paye mon fonds de pension, il faut que je paye mes vacances. Mais votre taux d'imposition est moins élevé quand même. Quand on est une entreprise, on réussit à quand même à sauver un peu d'impôts. Je suis pas considéré comme une entreprise. Moi, je suis pas... OK, parce que les médecins qui sont maintenant considérés comme des entreprises. Mais moi, je fais pas partie de ceux-là. J'étais trop vieux quand ça a commencé. Vous êtes trop tard. Mais moi, de toute façon, j'ai jamais été dans un domaine qui était payant. Fait que ça me concerne pas. Mais il reste que les médecins sont bizarres des fois. C'est pas nécessairement une question d'argent. C'est une question... les cours, si c'est pas dans des congrès, ils nous invitent à souper dans un bon restaurant. Le médecin donne son cours, sa conférence. Souvent, c'est des très bonnes conférences. Et ils ont choisi ce conférencier-là parce qu'ils savent qu'ils ne parleront pas en mal de leurs médicaments, évidemment. Mais je pense pas que le conférencier, en tout cas, ceux que j'ai vus, je pense pas qu'ils trichaient, qu'ils disaient des faussetés. Non, c'est une sélection naturelle. Là, ils prenaient ceux qui parlaient, qui pensaient comme eux. Il est 12:30. On a parlé depuis un mois de la pénurie dramatique d'épipènes. On a parlé à un pharmacien qui nous a dit, regarde, la seule chose que je peux dire à mes clients, là, c'est de garder leur épipène, même si elle est périmée, puis de se l'injecter parce que le produit va quand même rester actif. Là, c'est la date de péremption du produit est pas si dramatique que ça. On a parlé à des mères de famille qui sont épouvantablement inquiètes pour leurs enfants allergiques. Parce que leur épipène a été périmée, mais dans d'autres cas, parce qu'elle a été utilisée puis qu'il n'y a pas moyen de la remplacer. Or, c'est une question de vie ou de mort. Fatima Oubeda-Pépin, il y a déjà quelques semaines, avait pointé Santé Canada en disant qu'est-ce qu'ils font, Santé Canada? Puis depuis ce temps-là, depuis la publication de Fatima Oubeda-Pépin, nous autres, on parle à Santé Canada, on essaye de les convaincre de venir dire quelque chose aux auditeurs, de venir dire quelque chose aux gens qui ont l'impression qu'on est en train de jouer avec leur vie. Puis ça fait 4 semaines qu'on essaye, depuis le début de la pénurie d'épipènes au mois d'août. Il y a déjà eu une pénurie en janvier, il y en avait une en en avril. Et là, Santé Canada semble avoir bougé. J'ai au téléphone le docteur Marc Berthiaume, qui est porte-parole de Santé Canada. Bonjour, docteur Berthiaume. Bonjour.
Vous avez trouvé des auto-injecteurs autres que l'EpiPen? C'est-à-dire que il y a une situation de pénurie pour l'EpiPen qui sévit au Canada depuis le mois de janvier. Cependant, il y avait quand même des stocks qui étaient accessibles, mais pas nécessairement en quantité suffisante pour que les gens aient un auto-injecteur d'adrénaline de rechange au cas où ils utilisent le leur, ou des fois les gens aiment ça en avoir un à la maison, un à l'école ou un chez la gardienne. Donc, il y a quand même, puis on comprend là que dans le fond, la nécessité d'un auto-injecteur, c'est important pour les gens qui vivent avec des allergies sévères et leurs familles, puis qui veulent avoir accès à ces produits-là. C'est dans ce sens-là, puis lorsqu'il y a une pénurie comme celle qui sévit actuellement, là, ça a un impact significatif sur les patients et les professionnels de la santé. C'est dans ce sens-là que Santé Canada travaille avec les différents intervenants dans les derniers mois afin de trouver différentes mesures là, pour pallier à la pénurie. Dans les dernières semaines, on a été avisé par Pfizer Canada, qui est le manufacturier là, d'EpiPen, qui est le produit disponible au Canada, puis actuellement en pénurie, qui aurait plus de difficultés même là, à pourvoir dans les dernières semaines, ce qui fait que en date d'hier, là, la ministre a signé un arrêté d'urgence afin de pouvoir amener au Canada des produits qui sont actuellement approuvés aux États-Unis, un produit qui s'appelle Oviq. Ce produit-là est un auto-injecteur qui va permettre, dans le fond, là, puis la compagnie, on travaille avec la compagnie s'appelle Kaleo. C'est une compagnie qui a aussi un produit approuvé au Canada qui s'appelle Allergex, mais qu'elle n'a pas mis en marché au Canada actuellement. Pourquoi elle l'a pas mis en marché? Hein? Parce que les gens m'ont parlé d'Allergex qui a fait un passage sur les tablettes des pharmacies, mais rapide. Comment ça se fait qu'aux États-Unis, ils ont des produits alternatifs, puis qu'au Canada, on n'en a pas? Ben, en fait, au Canada, il y a 5 produits qui sont approuvés, qui ont été approuvés par Santé Canada afin d'être qui peuvent être disponibles pour les patients. Chaque compagnie décide s'ils mettent le produit en marché ou non par la suite. Alors, je pense que ces différentes compagnies-là devraient être contactées si vous voulez savoir le plus spécifiquement les raisons pour lesquelles ils n'ont pas mis leurs produits en marché. Mais actuellement, au Canada, en plus là, de l'EpiPen qui est fabriqué par Pfizer, il y a Kaleo Pharma qui a une autorisation pour le produit Allergex, mais actuellement, on a, à travers l'arrêté d'urgence, la possibilité d'importer leurs produits des États-Unis. Là, ce produit-là s'appelle Oviq. C'est un produit qui ressemble à l'Allergex. Il y a aussi Taro Pharmaceutical, qui est une compagnie qui a un produit qui s'appelle Taro Épinéphrine, qui est approuvé pour utilisation. Il y a la compagnie Valeant Canada, qui a un produit qui s'appelle Emerald, qui est approuvé pour mise en marché. Puis il y a la compagnie Lincoln Medical, qui a le produit Anapen. Donc, tous ces produits-là peuvent être disponibles aux Canadiens. À ce moment-là, ça devient la décision de la compagnie de mettre le produit en marché ou pas au Canada. Est-ce que vous pouvez mettre de la pression sur les compagnies? Parce qu'après tout, c'est un problème de santé publique. C'est-à-dire que le rôle de Santé Canada, c'est de travailler avec les différents intervenants pour essayer, dans le fond, de faciliter. Par exemple, s'ils veulent mettre un produit en marché, on peut voir ce qu'on peut faire pour essayer de travailler avec eux, accélérer, faciliter le processus. Mais ultimement, la décision de mettre un produit en marché au Canada et de le distribuer revient aux compagnies. Santé Canada n'a pas l'autorité pour forcer une compagnie à mettre un produit en marché au Canada. Je comprends pas forcer, mais là, il est question de vie ou de mort pour du monde, là. Est-ce que vous avez des explications de ces compagnies-là? Pourquoi elles ne mettent pas en marché les auto-injecteurs concurrents à l'EpiPen? C'est parce comment ça se fait qu'EpiPen que Pfizer a réussi à développer un monopole au Canada? C'est-à-dire que Pfizer distribue son produit, les autres compagnies peuvent décider de distribuer le leur. Les raisons pour lesquelles ces compagnies-là mettent pas leurs produits en marché peuvent être de différents ordres. Ça peut être, par exemple, qu'ils ont des problèmes à manufacturer le produit en quantité suffisante pour les différents marchés. Ça peut être de d'autres ordres. Puis c'est vraiment ces compagnies-là qui sont en mesure de répondre à la question. Mais ce que vous soulevez comme un monopole de Pfizer au Canada, en fait, c'est pas un monopole parce qu'il y a 5 produits qui ont la possibilité d'être manufacturés au Canada. Mais il y en a 5 qui peuvent être vendus au Canada, mais il y en a 4 qu'on ne trouve pas. Donc, c'est une question. C'est un monopole dans les faits. Les gens n'avaient pas d'alternative jusqu'à l'autorisation que vous avez donnée en urgence hier soir, là.
Donc, c'est ça. Actuellement, la ministre a approuvé un arrêté d'urgence qui donne pour 14 jours la possibilité là, de distribuer le produit au Canada. Le gouverneur en conseil, s'il approuve cette décision-là dans les jours qui suivent, ça va être valable pour une durée jusqu'à 1 an. Donc, pour la prochaine année, on a un deuxième fournisseur d'un produit qui va être disponible aux gens à travers le pays pour pouvoir répondre à la demande. Donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Puis, ça dans le fond, ça résout une partie du problème actuel. Santé Canada, par ailleurs, va continuer de travailler avec les autres compagnies pour essayer de les inciter à amener leurs produits sur le marché, voir quelles sont les raisons qui font qu'ils les amènent pas, puis voir s'il y a moyen là, de dans le fond, de les encourager à venir sur le marché. C'est sûr qu'il faut comprendre que Santé Canada autorise les produits, mais il y a différents autres intervenants dans le système de santé. Il y a entre autres les compagnies, mais il y a aussi des distributeurs. Et il y a aussi les provinces qui sont les agents payeurs qui décident ou non de rembourser certains produits à certains niveaux. Donc, ils font aussi partie, là, dans le fond, de l'univers global dans lequel se prennent les décisions pour les compagnies. Donc, il n'y a pas juste au niveau fédéral qu'il y a une approbation. Il y a aussi, est-ce que les compagnies sentent ou ont des signes par les provinces que les produits sont remboursés. Puis donc, il y a de multiples joueurs qui rentrent dans l'équation. Quand est-ce que l'OVQ va être sur les tablettes des pharmacies? Disponible. Alors, c'est une bonne nouvelle. Donc, l'OVQ peut être commandé là aujourd'hui ou demain par les différentes pharmacies, puis devrait être disponible sur les tablettes dès le 7 septembre, ce qui est vendredi de la semaine prochaine. Mais je suis quand même curieux. Je n'ai pas eu satisfaction de votre réponse à la question de Myriam. Comment est-ce qu'on en est arrivé à avoir un monopole de facto? Qu'est-ce qui s'est passé pour que seul Pfizer considère que ça valait la peine, en dépit des autorisations, de venir ici? Pourquoi? Monsieur Lavoie, je vais vous donner la même réponse. C'est des décisions que les compagnies font. Donc, je vous répète, il y a 5 produits qui ont été approuvés par Santé Canada pour le marché canadien. Donc, la décision à ce moment-là des compagnies d'introduire ou pas leurs produits sur le marché, c'est vraiment eux autres qui sont en position pour répondre à cette question-là. Je peux pas expliquer à leur place là, les fondements de leur décision. Ceci dit, pour répéter, actuellement, on a un deuxième produit qui va être disponible pour pallier aux situations là, difficiles que les gens vivent d'approvisionnement pour les auto-injecteurs d'épinéphrine. Puis, ça va être en vigueur là, pour les 14 prochains jours, mais si c'est bien entériné là, éventuellement par le gouverneur en conseil, ça va être valable pour une durée d'1 an. Donc, je pense que quand même, là, vos auditeurs peuvent être rassurés sur le fait que, en tout cas, à moyen terme, il y a une solution là qui s'offre à eux. Puis, on va continuer de travailler avec les compagnies pour voir s'ils ne pourraient pas amener ces produits-là sur le marché, justement, pour éviter la situation actuelle. Ce qui s'est passé, dans le fond, c'est que l'endroit où les EpiPen sont manufacturés, ils ont eu un problème de production qui a rendu le mécanisme moins efficace. Dans le fond, puis eux autres, ils doivent à ce moment-là changer leur mécanisme de fabrication, ce qui a fait que la quantité d'EpiPen produits a diminué, ce qui a causé la situation actuelle. Ouais, c'est sûr que quand il y a un distributeur ou un seul manufacturier d'un produit important, ça rend les choses plus compliquées quand ce produit-là n'est pas accessible. C'est pour ça qu'à ce moment-là, Santé Canada a développé différentes stratégies. On a travaillé avec les pharmaciens, par exemple, pour s'assurer que quand les gens viennent pour avoir un auto-injecteur, ils n'en ont pas déjà un. S'assurer que les gens sachent que la date de péremption sur l'auto-injecteur, c'est bon jusqu'à la fin du mois qui est indiqué. Pour que les gens sachent, comme vous l'avez mentionné initialement dans votre introduction, que s'ils prennent le médicament, s'ils ont besoin d'un médicament, puis ils ont seulement accès à un injecteur qui est périmé, ils peuvent le prendre, s'auto-injecter. Actuellement, il y a des bonnes chances qu'il y ait une bonne partie de la dose qui soit encore là. Je peux vous dire aussi que la FDA aux États-Unis a allongé là, la date de péremption de certains lots, puis Santé Canada d'EpiPen, puis Santé Canada est en train d'évaluer aussi au Canada. Alors, il y a différentes possibilités qu'on explore pour continuer d'aider les gens qui sont prises avec cette situation difficile-là de la pénurie actuelle d'EpiPen. Mais, Dr Berthiaume, ça fait depuis janvier qu'on sait qu'il y a des ruptures de stock parce que la FDA américaine inspecte l'usine de Pfizer et a trouvé des trucs anormaux dans cette usine. Donc, ça fait depuis janvier qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se fournir une EpiPen quand ils en ont besoin. Et vous me dites que vous commencez à jaser avec les compagnies pharmaceutiques puis que vous pouvez pas m'expliquer pourquoi les compagnies pharmaceutiques prétendument concurrentes de Pfizer ont pas profité de la pénurie pour s'installer dans le marché. Savez-vous, il y a un mot qui me trotte en tête, moi. Ça s'appelle collusion. Puis c'est illégal au Canada.
Madame Segal, je vais vous redonner la même réponse que je vous ai déjà donnée. Je crois que vous devez demander ces questions-là aux compagnies. Normalement, au bureau de la concurrence? S'il y a une opportunité de marché, j'imagine, là, je suis pas un expert là-dedans, mais c'est quelque chose qu'ils pourraient considérer. Il faut savoir qu'il y a eu des pénuries quand même des auto-injecteurs, d'épipènes, épipènes et autres là, à travers le monde. Il y a eu des pénuries en Australie et ailleurs. Alors, il y a certains produits actuellement, certains qui sont manufacturés dans un petit nombre de sites, puis des fois, il y a une demande mondiale pour ces produits-là. Alors, des fois, les compagnies n'ont pas toujours la possibilité de les mettre en marché dans tous les pays à travers le monde. Donc, c'est comme je vous dis, c'est complexe, mais quand même, pour revenir à la situation pratique actuelle, l'épipène est quand même présent sur le marché, pas en quantité pour répondre entièrement à la demande, mais il y a de l'épipène depuis janvier qui continue d'être distribué partout dans les pharmacies. Depuis le début du mois d'août, les pharmaciens, les familles d'allergiques qui nous parlent nous disent qu'il n'y en a plus une nulle part. C'est-à-dire qu'il continue à avoir un accès à l'épipène junior, là, qui est l'épipène pour les enfants, pour l'épipène standard, là, qui est la dose à partir pour les adolescents et les adultes. Cette dose-là est devenue en plus forte pénurie, mais les gens continuaient d'avoir la possibilité d'utiliser leur injecteur périmé. Donc, il y avait quand même accès à une solution possible. C'est sûr qu'actuellement, avec l'arrêté d'urgence qui a été adopté, il va y avoir un influx de produits. On a eu des assurances là, de la compagnie Kaleo Pharma qui produit l'OVQ, qui va avoir des stocks suffisants là, pour fournir le marché canadien dans les semaines et les mois à venir selon la demande. Donc, c'est quand même des très bonnes nouvelles. Puis éventuellement, évidemment, nous, entre-temps, on va continuer, on va parler à cette compagnie-là et à d'autres pour essayer de voir là, quelles mesures pourraient être prises ou qu'est-ce qu'ils pourraient faire qu'ils considéraient d'amener leurs produits au Canada. Parce que c'est sûr que ces situations-là sont très malheureuses pour comme je le mentionnais tantôt, pour les patients qui ont des allergies sévères et leurs familles. Puis Santé Canada est bien conscient de ça, puis on fait vraiment tout notre possible là, pour essayer de pallier au problème. Avez-vous eu des garanties sur le prix auquel seront vendus ces injecteurs-là? Actuellement, le prix n'a pas été complètement défini, mais l'OVQ c'est un dispositif qui est un peu différent. Alors, si on pense à l'épipène, c'est un genre de gros stylo. L'OVQ, c'est un genre de petite boîte. Ça ressemble plus peut-être à un petit antidorifique, un petit paquet d'antidorifique. Puis ça vient quand c'est distribué, ça vient avec un démonstrateur, puis deux auto-injecteurs. Là, actuellement, la suggestion pour les pharmaciens, c'est de prendre ces deux auto-injecteurs-là, puis peut-être les distribuer à plus de patients, pas les donner comme en paquet. Là. Fait que donc le coût exact je peux pas vous le donner à ce moment-ci, mais l'ensemble du lot là pourrait probablement coûter autour de 170 $, mais ça dépend un peu là, des frais du pharmacien, tout ça. Mais ceci dit, s'il le fractionne, puis dépendamment là, de ce qui va être décidé au niveau provincial aussi en termes de remboursement des coûts, puis avec les assurances, ça reste à définir. Donc, on n'a pas de précision exacte, mais ça vous donne une idée. Actuellement, un épipène, pour vous donner une idée, là, ça coûte environ une centaine de $. Puis l'OVQ, l'épipène, c'est une seule dose. L'OVQ contient deux dispositifs. Donc, le prix final, je pense que ça va être probablement là, à voir avec les pharmaciens, mais ça devrait pas être dans un ordre de grandeur là, fondamentalement différent. Pourquoi l'OVQ était pas bon en janvier puis il devient bon là? Pardon? Pourquoi l'OVQ était pas bon en janvier puis il devient bon là? C'est-à-dire que Santé Canada, depuis le début de la pénurie, est en contact avec les manufacturiers pour voir ce qui pourrait être amené au Canada. Puis ça a été plus dernièrement qu'on a eu les assurances de la compagnie Kaleo Pharma qui produit l'OVQ, qu'elle avait en sa disposition des stocks qui pouvaient être amenés au Canada. Donc, mais ces discussions-là ont lieu dans les derniers mois, mais on est quand même toujours tributaire de la disponibilité des produits de la compagnie qui doit avoir des produits qui dépassent les besoins de ces autres marchés pour pouvoir les amener au Canada. Puis c'est ce qu'on a été en mesure là, d'avoir comme entente avec Kaleo Pharma, ce qui permet de les amener maintenant. Je dois ajouter à ça que, comme vous l'avez mentionné, le fait que l'épipène est passé là, d'une
d'un stock limité, dans le fond, où on demandait aux gens là, d'utiliser juste s'il y en avait besoin, là, c'est-à-dire que tant qu'il n'était pas périmé, de ne pas le remplacer, tout ça, à une situation où là, ça devenait difficile pour certaines personnes de s'en procurer, ce qui fait que la ministre là, a adopté l'arrêté d'urgence pour rendre le produit disponible. Merci. Donc, il y a une situation de besoin qui a augmenté dans les dernières semaines, là, ce qui fait que la ministre de la Santé a pris la décision là, de signer un arrêté d'urgence pour amener l'Ovicue sur le marché au Canada. Merci, Dr Berthiaume. Écoutez, ça me fait grand plaisir. Au revoir. Le docteur Marc Berthiaume est le porte-parole de Santé Canada. Je comprends qu'il répond ce qu'il peut répondre, là, mais Luc, il reste des zones d'ombre dans ça. Ben, l'affaire du monopole, alors que d'autres produits sont autorisés, ça ne peut pas être un hasard. S'il y avait, tu disais, il y a une compagnie qui a choisi de pas venir commercialiser ici pour toutes sortes de raisons, d'accord, mais toutes les compagnies qui en fabriquent autres que Pfizer ne sont pas venues. Ça, je trouve ça curieux. J'avoue, je n'ai pas de réponse. Je n'arrive pas en vous disant, ça démontre que ci ou ça démontre que ça. Je ne sais pas ce que ça démontre, mais ça démontre qu'un monopole, là, c'est très dangereux quand il y a une pénurie, hein. Extrêmement dangereux. Pour une parano pour moi, comme moi, là. Je te dis, un petit mot qui me trotte dans la tête depuis le début de l'entrevue, là-dessus. Ouais. L'autre chose, c'est que Santé Canada, là, ça te fait depuis janvier qu'on a ce problème-là. Ouais, c'est un peu lent, merci beaucoup, hein. Regarde, ils ont 2 vitesses, pas vite puis arrêter. Ouais. Puis là, on dirait que sous la pression, tout à coup, ils ont décidé de se mettre sur le petit bœuf. Le petit bœuf, mon expression favorite, Myriam. Bon. Il est 12h47.